Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne absolument tous, la monnaie en général. Tout le monde l'utilise tous les jours, et pourtant, peu de gens sont conscients des problèmes fondamentaux que la monnaie soulève. Je vais essayer de vous présenter ça simplement, et à la fin de la vidéo, on va faire un petit calcul amusant. La monnaie, on en a tous besoin, ça existe depuis des milliers d'années, et pourtant, il n'y en a aucune parmi celles que l'homme a créées qui a survécu à l'épreuve du temps. Pourquoi ? Il y a d'abord une raison politique. Celui qui émet la monnaie, en général, c'est celui qui est au pouvoir. Et parfois, il faut trouver de l'argent rapidement. Pour ça, d'évaluer la monnaie d'une façon ou d'une autre, c'est très pratique. On peut réduire un tout petit peu le poids des pièces en or ou en argent sans rien dire à personne. On peut diminuer le pourcentage de métaux précieux contenus dans les pièces. Bref, on trouve des moyens d'émettre plus de monnaie sans dépenser davantage. Ça a beaucoup été utilisé pour payer les guerres, ou plus récemment la crise du Covid. L'émission massive de dettes et sa monétisation revient à dévaluer la monnaie sans le dire. Pour bien comprendre ce qu'est la monétisation de la dette, vous pouvez aller voir cette vidéo dont je vous mets le lien ici en haut. Avoir recours à ce genre de technique, si on a des envahisseurs aux portes, ça peut se comprendre, mais il faut bien reconnaître que la tentation est importante quand on a le contrôle de l'émission de la monnaie, de l'utiliser pour financer certaines dépenses un peu moins vitales. Ça c'est le premier point, je ne m'attarde pas dessus, on en a tous plus ou moins conscience. Mais même si on laisse de côté les guerres et les pandémies, c'est loin d'être gagné pour autant. Une monnaie doit remplir deux fonctions principales pour être acceptée comme telle. Elle doit être d'une part une réserve de valeur et d'autre part un moyen d'échange pratique. Il y a d'autres critères, mais je me concentre sur ces deux-là. Pourquoi c'est capital d'avoir les deux en même temps ? D'abord les échanges et j'essaye de faire court. S'il n'y a pas assez d'argent en circulation, par rapport à l'offre de biens et de services, l'économie se grippe, elle s'arrête et on rentre en déflation. C'est là que le concept de vélocité de la monnaie est important. Si l'argent circule beaucoup, il y a besoin de moins de masse monétaire. Si l'argent circule peu, il en faut plus pour maintenir l'économie à flot. Imaginez un billet de 10 €. Vous pouvez choisir de le dépenser. Vous allez par exemple à la boulangerie. Le boulanger utilisera ces 10 € pour payer sa farine. Le meunier utilisera ces 10 € pour payer son blé. L'agriculteur utilisera ces 10 € pour payer son ouvrier. Et l'ouvrier aura 10 € à dépenser à la boulangerie. On voit que très facilement, 10 € comme ça peuvent changer de main 5, 6, 7, 8 fois dans une seule journée. Si vous décidez d'épargner ce billet de 10 € à la place, rien de tout ça n'arrivera. Et si beaucoup de monde décide d'épargner ces 10 € en même temps, le boulanger devra baisser le prix du pain pour continuer à en vendre, le prix de la farine devra baisser, le prix du blé devra baisser, la rémunération de l'ouvrier agricole devra baisser, et cet ouvrier aura moins d'argent à dépenser à la boulangerie. Le cercle vicieux de la baisse des prix, de la déflation s'installe, et voilà pourquoi il est absolument indispensable d'avoir une monnaie qui circule. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une réserve de valeur ? On a besoin de réserve de valeur parce qu'on anticipe l'avenir, contrairement à de nombreux animaux. Et on ne consomme pas que de la nourriture. J'explique. On a beau anticiper l'avenir, ça suffit pas de stocker à manger comme un écureuil qui anticipe l'hiver en faisant des piles de noisettes. On vit en société, on consomme des services qui sont impossibles à stocker, et en face, on touche des revenus qui ne sont pas garantis. Résultat, on veut faire des réserves. Et si possible, des réserves stables dans le temps. On peut dire qu'une monnaie est une bonne réserve de valeur si elle permet d'acheter au moins autant de marchandises ou de services dans le futur par rapport à ce qu'elle permet d'acheter maintenant. On voit tout de suite qu'une monnaie qui serait une excellente réserve de valeur pose problème. Elle sera stockée au lieu d'être dépensée. Donc elle ne circulera pas assez, donc elle ne remplira pas son rôle de moyen d'échange, pourtant indispensable, comme on vient de le voir juste avant. Voilà, les deux qualités principales qu'on recherche dans une monnaie semblent s'exclure mutuellement. Si on avait une monnaie parfaite réserve de valeur, elle serait stockée et perdrait donc ses qualités en tant que moyen d'échange, et inversement. Actuellement, la crise liée au coronavirus a littéralement détruit la vélocité de la monnaie. Pour pallier ce problème, on imprime à tour de bras, et en faisant ça, on détruit l'épargne, par dilution, et donc la fonction de réserve de valeur que devraient remplir l'euro et le dollar. En plus de ça, l'argent imprimé, il est difficile de s'assurer qu'il arrive au bon endroit et qu'il est dépensé de manière efficace. Un exemple simple, un Américain qui reçoit son stimulus check et qui le laisse sous son matelas, ça sert à rien à l'économie américaine. En France, celui qui est au chômage partiel et qui met de côté autant qu'il peut l'argent que lui donne l'État, ça sert pas à l'économie. En plus, certaines personnes ne réclament même pas les aides auxquelles elles ont droit parce que c'est compliqué, et les inégalités se creusent encore plus. C'est là qu'entrent en jeu les CBDC, monnaie numérique de banque centrale. Pour faire court, ce sera des crypto-monnaies, émises directement par la BCE pour la zone euro, distribuables en cas de besoin directement sans passer par l'intermédiaire de banques commerciales, sans formalité à remplir,
Mais les avantages ne s'arrêtent pas là. On peut savoir qui dépense ou ne dépense pas, où va l'argent, on peut appliquer des taux d'intérêt négatifs qui rendent la monnaie fondante et qui incitent donc à la dépenser rapidement. Les possibilités offertes par la technologie des crypto-monnaies sont infinies. On peut imaginer un plan de soutien comme celui-ci. 500 € crédités pour toutes les personnes majeures, mais qui doivent être dépensés dans le mois qui suit. Sinon, 10% de l'argent disparaît tous les mois. Et tout ça en quelques clics. Vous allez me dire, personne ne voudrait d'une monnaie comme celle-ci. Et pourtant, si elle apparaît, elle se répandra très rapidement. Selon l'adage, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Imaginez que vous ayez 1000 €, 500 € en billets de banque, en liquide, et 500 de ces nouveaux euros numériques qui perdent 10% de leur valeur tous les mois. Lesquels est-ce que vous allez commencer par dépenser? Lesquels vous mettrez en circulation? Ceux qui perdent leur valeur, bien sûr. De la même façon, si vous recevez un paiement en euros fondants, vous chercherez également à vous en débarrasser le plus vite possible. La vélocité de la monnaie va décoller comme une fusée, et la bonne monnaie disparaîtra du circuit, stockée. On n'aura plus que de la mauvaise monnaie en circulation, celle dont les gens essaieront de se débarrasser comme d'une patate chaude. La mauvaise monnaie chasse la bonne. En passant, on vérifie une nouvelle fois qu'une monnaie qui circule vite n'est pas une bonne réserve de valeur. Pour l'instant, bien sûr, ce scénario n'est qu'une spéculation de ma part, je tiens à le préciser. Mais je trouve que ça illustre bien notre problème actuel. Même si c'est pas 10% par mois, vos euros, ils perdent de la valeur en permanence. Alors comment on fait du coup? Parce qu'on a toujours besoin d'une réserve de valeur. On peut tout à fait la stocker, cette valeur, dans des actifs comme les métaux précieux. Ils ne fondent pas à température ambiante en tout cas, comme ça par exemple, et ont fait leurs preuves pendant des milliers d'années. Il y a plusieurs façons d'investir dans l'or ou l'argent, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je privilégie la détention physique. On trouve vraiment de très belles choses, comme ces pièces-ci. Un petit lingot en or d'une once de la Perth Mint, une once d'argent arménienne, Arche de Noé, une once d'argent de la Royal Mint en Angleterre, la Britannia, et une de mes préférées dont j'ai déjà parlé, la 2 onces Kraken de la monnaie royale canadienne, absolument superbe. Il existe également toutes sortes de pièces plus anciennes, démonétisées. En plus du placement, il y a un côté collection qui est assez addictif, je trouve. Et maintenant, si vous voulez rire un petit peu, allez donc sur le site de l'INSEE, il y a un simulateur qui permet de calculer la perte de pouvoir d'achat d'une somme d'argent. Je vous mets le lien en description. Je me suis amusé à regarder ce que serait en 2020 l'équivalent de 100 anciens francs de 1912. On le voit ici, ça fait 320 €. En termes de pouvoir d'achat, c'est quand même pas une somme négligeable. Maintenant, si on subit l'inflation, pour ça rien de plus simple, il suffit de rien faire. Les 100 anciens francs deviennent un nouveau franc en 1960. Et ce nouveau franc, qu'est-ce qu'il devient en 2002 avec le passage à l'euro? Eh oui, 15 centimes. 15 centimes d'euros d'un côté, 320 € ajustés de l'inflation de l'autre. Ça fait à peu près 210 000% de différence. Et ça, c'est juste la variation de pouvoir d'achat. Si on regarde pour l'or, au lieu de garder 100 francs normaux, vous achetez en 1912 5 Napoléons en or. J'ai pas de Napoléon à vous montrer, c'est des 20 francs suisses, mais ça revient au même, c'est la même quantité de métal. Et aujourd'hui, ça là, ça vaut à peu près 1500 €, soit 1 million de % d'écart par rapport à mes 15 centimes. Tourné autrement, le franc et l'euro, exprimés en or, ont perdu en à peu près 110 ans 99,99% de leur valeur. Mais continuez de mettre de l'argent sur votre livret A ou le fonds en euros de votre assurance vie, il peut absolument rien vous arriver. Si le sujet des métaux précieux vous intéresse, allez visiter la page de ma chaîne où vous trouverez tout un tas de vidéos qui vous aideront à débuter. Vous pouvez également faire un tour dans la description de la vidéo. Je mets toujours des liens utiles, notamment celui du groupe Discord de la chaîne. Merci à vous qui regardez mes vidéos jusqu'au bout. Je vous retrouverai avec plaisir dès la semaine prochaine pour parler de métaux précieux. D'ici là, soyez prudents dans vos investissements, mais n'oubliez pas de rester curieux. À très bientôt!